Les sociologues étudient les mœurs des sauvages et s'ébahissent. Que n'étudient-ils les mœurs des enfants? Ce peuple est mal connu. Chacun veut en juger d'après les enfants qu'il observe dans la famille. Erreur de méthode qu'un sociologue, par ses préjugés propres, doit éviter. L'enfant n'est pas ici en rapport avec ses semblables. Il est pris entre les aînés et les jeunes, et mu par des sentiments invincibles qui sont marqués dans la chair. C'est seulement à l'école qu'il trouve son semblable et son égal. À l'école, il est autre, meilleur quelquefois, pire quelquefois, disons différent. C'est ce qu'ignorent presque tous les maîtres. Ils comptent sur le sentiment, et le sentiment ne peut qu'être très faible. On n'est point père par décret. Il est vrai qu'un enfant isolé est ordinairement poli devant un homme qu'il ne connaît point. Mais si vous rassemblez des enfants du même âge, les sentiments forts, en cette foule, résultent d'imitation et de contagion. Si vous croyez que cet être collectif ressemblera, pour les réactions, pour les opinions, pour les passions, aux individus qui le composent, vous irez d'erreur en erreur, et vous connaîtrez l'insulte continuelle, parlant par 50 visages. Ce peuple enfant est capable d'aimer et de respecter, non pas d'abord par des pensées, mais par la puissance de tous sur chacun. Et ces sentiments collectifs s'impriment si fortement que, même dans la solitude, il en restera quelque chose. Seulement, il faut d'abord que cette foule soit en ordre et orientée selon le silence et l'attention. Le silence est contagieux aussi bien que le rire. Mais si cette société d'enfants se dispose mal pour commencer, tout est perdu, et souvent sans remède. Le rire secoue même les plus sages et les plus tranquilles. Ainsi, ils sentent tous qu'ils sont les parties d'un élément aveugle comme la mer. Ils sentent aussitôt que cette force collective est irrésistible. Et la politesse, qui est une habitude familiale, n'a plus ici de lieu. L'enfant est à l'état sauvage. Cela a réduit au désespoir plus d'un homme estimable, dévoué, affectueux. La première pensée qui peut éclairer le maître, en cette situation difficile, c'est qu'il n'y a point de méchanceté en ces désordres, ni même de pensée. Ce sont des effets physiques qui résultent du nombre. Cette pensée, si on la suit, conduira à un genre d'indulgence et aussi à un genre de sévérité. Car il ne s'agit nullement ici de peser ni de juger, il s'agit d'empêcher. Et si le maître agit ainsi qu'une force physique, directement opposée au désordre, il triomphera promptement. Je n'entends pas par là qu'il va se battre. Au reste, il ne serait pas le plus fort, mais il dispose de punitions fort sensibles à cet âge remuant, et qui suffisent toujours, pourvu qu'elles soient inflexibles à la manière des forces naturelles. J'ai observé quand j'étais enfant que ceux qui maintenaient l'ordre, comme on balaie, comme on range des objets matériels, étaient aussitôt redoutés par cette indifférence, qui enlevait tout espoir. Et, sans exception, ceux qui voulaient persuader, écouter, discuter, pardonner enfin aux promesses, étaient méprisés, hués, et, chose triste à dire, finalement haïs. Au lieu que les autres, les hommes sans cœur, étaient finalement aimés. La situation d'un père est tout à fait autre. D'un côté, il aime son enfant, et l'enfant le sait. L'enfant a ce moyen redoutable de punir son père en l'obligeant à punir. Mais en revanche, l'enfant aime aussi, et surtout l'enfant seul de son âge devant le père. Et toute la famille, hiérarchiquement disposée, est régulatrice et témoin. Chose digne de remarque. Ce pouvoir paternel est tout à fait incapable d'instruire, et cela se comprend. D'un côté, la faute d'orthographe est prise comme une offense du cœur, mais en revanche, tout mouvement vrai du cœur efface la faute d'orthographe. Dans cette autre société qu'est l'école, le sentiment n'est point compté. En un sens, on pardonne tout. En un autre sens, on ne pardonne rien. Ici, ne montrez point d'amour et n'en attendez point. L'ordre qui doit s'établir en cette société ne doit ressembler nullement à l'ordre familial. Mais il faudrait décrire avec suite ces mœurs peu connues. Comment se fait-il qu'aucun sociologue n'y ait sérieusement pensé?